Bonjour Android Makers, est-ce que vous allez bien? Bonjour, bonjour. Ah bon, c'est fin de journée, vous êtes un peu endormi, c'est normal, je comprends. Nous en tout cas, on est super contents d'être là avec vous aujourd'hui. Et on va vous parler d'un sujet qui est pas du tout technique, donc c'est pas trop dans nos habitudes, mais qui, on l'espère, va vous aider à améliorer vos projets. Donc vous allez voir, on va parler d'Android de façon un peu plus particulière parce qu'on est Android Makers, mais c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer à pas mal de projets informatiques. Ça, c'était pour l'avant-propos. Ce talk, il va concerner un problème qu'on rencontre tous plus ou moins dans sa carrière. On a une idée, on veut construire un skateboard, et en fait, on se retrouve très rapidement à construire un paquebot. Alors un skateboard, c'est quoi, Baptiste? C'est quoi, Antoine? Un skateboard, c'est ça. C'est une planche de bois, il y a plusieurs couches de bois, on voit. Il y a quelques pièces métalliques, il y a des roulements, il y a des roues. Vous avez de la chance qu'on puisse vous le montrer, parce qu'on a dû négocier avec la sécurité pour les faire venir en salle, sinon il fallait les laisser au vestiaire. Ça a été inventé dans les années 50 par des surfeurs qui s'ennuyaient quand il n'y avait pas trop de vagues et qui ont décidé d'essayer de reproduire les sensations de leur sport nautique préféré sur la route. Et donc pour ça, ils ont pris des planches de bois, comme on voit là, et ils ont fixé dessus des roues de patins à roulettes, avec des clous un peu à l'arrache. C'était un peu dangereux, mais ça a donné des idées à certains. Et quelques années plus tard, c'est la société Roller Derby qui commercialise les premiers skateboards industriels. Le sport prend un nouveau tournant dans les années 60, quand, pendant une période de sécheresse en Californie, les grandes piscines telles que vous imaginez en Californie étaient vides et interdites d'être remplies par l'État. Donc les skateurs ont eu une idée lumineuse, c'est de s'amuser à rider là-dedans. Et ça va donner naissance au premier skatepark. Ça fera un peu comme les premiers skateparks qui verront vraiment le jour 15 ans plus tard. Symbole pendant plusieurs années de la contre-culture, le skateboard se démocratise dans les années 90. Antoine, je pense que tu es en train de faire l'historique du skateboard, mais on n'est pas forcément là pour ça. Peut-être qu'on devrait commencer par se présenter et rentrer dans le vif du sujet. On avait dit quelques slides. Ouais, peut-être, mais c'est déjà pas mal. Ok, bon, c'est tout. J'avais préparé des slides en plus, mais on va passer. Le vif du sujet, alors. Je m'appelle Antoine, je suis senior Android développeur chez Decathlon et je travaille sur la Shopping App. La Shopping App, vous la connaissez tous et toutes, je pense. Si ce n'est pas le cas, vous imaginez facilement ce que c'est. C'est l'application pour parcourir le catalogue Decathlon et acheter ses articles de sport préférés, que vous soyez dans votre canapé, sur votre vélo elliptique ou sur votre char à voile. Le but, c'est pas de vous faire la publicité de l'application, mais plus de vous montrer sa dimension. On est déployé dans 34 pays, donc ça veut dire pas mal de langues différentes, y compris des langages qui se lisent de droite à gauche, des catalogues différents, puisqu'on ne vend pas les mêmes produits partout, et des systèmes de paiement qui vont être différents aussi. Malgré ça, on est noté 4,5 sur le Play Store, et on affiche plus de 10 millions de téléchargements. Côté organisation, on est plusieurs équipes à travailler sur l'application, et on a plus de 300 000 lignes de code rien que sur le projet Android. Bref, c'est une grosse application. Et de mon côté, je travaille sur l'application qui s'appelle Cubinstore. Donc, c'est une application qui est dédiée aux vendeurs en magasin. C'est une application qui est publiée dans plus de 70 pays. C'est un peu ce qu'on appelle la boîte à outils du teammate, du collaborateur en magasin. Elle fait pas mal de choses. On va pouvoir gérer les prix, les stocks, scanner des produits, rechercher, afficher le catalogue web, le catalogue du magasin. On peut aussi passer des commandes, suivre les commandes et aussi créer des comptes utilisateurs. En fait, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Elle a une palette fonctionnelle qui est assez importante. Et pour mettre en œuvre tout ça, Antoine, nous, on est découpé en plusieurs équipes. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Et aussi des équipes contributrices. On pourrait presque dire que Cubinstore ou alors la Shopping App, ce sont des super apps. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une super app? On essaie de lister quelques attributs techniques, des propriétés, des process qui pourraient correspondre à ce qu'on pourrait définir comme une super app. Et à travers tout ça, on se demande toujours comment on en est arrivé là et est-ce que avoir toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on est une super app? Mais comme je t'expliquais, Antoine, le skateboard, c'est un peu une analogie. Et donc, on va utiliser cette analogie et recommencer l'histoire, mais pas la même que la tienne. On va prendre un skateboard.
Le skateboard, on peut dire que c'est notre application. Il fait quelque chose, il le fait bien. C'est pour aller d'un point A à un point B, se déplacer. C'est assez simple. Une planche avec des roulettes. Donc, quelques fonctionnalités, pas forcément énormes, mais ça fait le travail, ça le fait bien, c'est simple. On a une architecture basique, on essaye d'avoir une CI, ça peut être bien, mais si ça build sur nos postes, pourquoi pas. Mais on va essayer d'éviter, on n'est pas dans un garage, on est dans une entreprise. On va dire qu'on a 2 développeurs et un PM, un product manager, qui va s'occuper de la partie un peu plus fonctionnelle. Donc tout ça c'est bien, et comme je disais, on n'est pas sur un repo privé, et on est en entreprise. Et ce qui arrive souvent, c'est que le product manager, il va se dire, moi, on me demande de fournir un peu plus de fonctionnalités à mon utilisateur, à mes utilisateurs. Donc les gars, il va falloir qu'on scale, qu'on fasse du growth, utiliser plein de mots comme ça pour dire, on va commencer à ajouter pas mal de use cases à notre skate et donc à notre application. Donc on va devoir changer un petit peu la façon dont on a de travailler. Et donc moi, Baptiste, tu me dis direct, il faut un périmètre fonctionnel plus important. Je vais te dire, il te faut plus de monde. Mais qui dit plus de monde dit forcément, on va devoir potentiellement s'organiser un peu plus en équipe. Pour organiser des équipes, il y a plusieurs possibilités. C'est ou alors on va se dire que les développeurs Android font le travail en équipe, les développeurs iOS font le travail en équipe, les développeurs back font le travail en équipe, etc. etc. Ça, c'est la solution facile. Après, il y a une autre possibilité, ce serait de se dire, je te laisse passer les slides du coup, qu'on répartit les équipes plus par fonctionnalité. Et on va faire ce qu'on va appeler des feature teams. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que des feature teams, ou pour rappel, ça va être des équipes qui vont être pluridisciplinaires et autonomes sur une ou plusieurs fonctionnalités de l'application. Donc ça va avoir, en gros, si on schématise, ça va être des équipes qui vont être composées de développeurs iOS, de développeurs Android. On va avoir aussi des développeurs back, des designers, des ingé qualité et un product manager éventuellement qui va avoir la vision de la roadmap de la fonctionnalité. L'avantage de ça, c'est que au-delà de l'organisation humaine, ça va permettre de donner de la responsabilité. C'est bon, ouais. Et de dissocier les parties fonctionnelles en fait, de l'application. Là, nous, par exemple, sur la Shopping App, on a plusieurs feature teams. On a une équipe qui va s'occuper du catalogue, de l'affichage des fiches produits. On a une équipe qui va s'occuper de toute la partie panier, paiement, etc. Et une équipe qui va s'occuper de la partie gestion utilisateur, gestion des préférences, voilà, données du compte, etc. Donc, on voit bien que ce sont des domaines qui sont assez variés et un peu disjoints. Et en fait, ça va avoir un gros avantage, c'est que les équipes vont pouvoir monter en expertise sur leur domaine sans forcément être, entre guillemets, parasitées par les domaines métiers des autres. Ça ne les empêche pas d'avoir un peu de connaissances dessus, mais elles vont pouvoir vraiment approfondir leur sujet. Donc ouais, on construisait un skateboard, on se retrouve déjà à construire une voiture à 12. Ok, on a plus de monde sur un projet, plus de monde qui travaille chacun sur son scope, mais bon, du coup, le risque, moi j'identifie plusieurs risques. Le premier, c'est qu'on commence à avoir un code qui ne va pas être homogène. On ne va pas forcément avoir les mêmes façons de développer, pas forcément les mêmes conventions, les mêmes architectures. Il y a un risque en tout cas à ce niveau-là. Et dès qu'un nouveau développeur arrive, il va devoir réapprendre pas mal de choses et on va dire, soit il arrive à se former tout seul et comprendre comment le code est architecturé, soit pas du tout et ça devient un petit peu le bazar. Le deuxième problème, Antoine, c'est que on va commencer à parler un petit peu de code. Tu dis que les feature teams, elles ont des domaines disjoints, mais il doit bien y avoir un moment où quand un utilisateur passe du catalogue au panier, il doit y avoir une zone, un petit peu une adhérence entre ces deux feature teams. Quand il passe du panier à la commande, il doit aussi y avoir ce genre d'adhérence. Donc le risque, c'est de ne plus savoir à qui appartient le code, et surtout, pour l'instant, on est tous répartis peut-être dans un seul module. Et le troisième, si on est plusieurs feature teams, quand est-ce qu'on livre ? Là, avant, on était tout seul, il n'y avait pas de souci. On livrait un petit peu quand on voulait. Et du coup, ça risque d'être un petit peu le bazar. En tout cas,
il va falloir s'organiser. Donc c'est cool ce que tu as mis en place, mais moi je te propose d'essayer de résoudre, on va commencer par résoudre un problème à la fois, peut-être le fait de savoir quand est-ce qu'on va livrer. Et pour ça, Antoine, je te propose de mettre en place un release train. Qu'est-ce que c'est que ça, Baptiste, le release train? Qu'est-ce que tu nous as encore inventé là? Alors rendons à Jean-Pierre Farandou ce qui appartient à Jean-Pierre Farandou. C'est pas moi qui ai inventé le release train. Le release train, c'est un processus qui va permettre à toutes les feature teams de s'assurer qu'elles vont livrer des fonctionnalités régulièrement, en tout cas à une certaine fréquence, et de le faire de façon organisée. On va essayer de prévoir un planning, prévoir des priorités avec nos PM. Le PM, par exemple, il veut rajouter une fonctionnalité sur la fiche produit, une fonctionnalité sur la réception des commandes, ce genre de choses. Donc lui, il va avoir sa liste de priorités. Et du coup, il aura aussi une roadmap qu'il pourra montrer à son chef. Il sera content, normalement. Mais l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Il va y avoir le PM, mais il y a aussi toute la partie tech. Et on le sait, on a tous des migrations à faire. Je ne sais pas combien d'entre vous ici ont encore du code XML dans son application. Voilà. Et ben, j'imagine que, comme Antoine et moi, vous avez probablement une roadmap pour dire ce code XML, on a prévu de le migrer, donc on va essayer d'embarquer des tickets petit à petit dans nos trains pour pouvoir faire cette migration au fur et à mesure. Donc on s'aligne ensemble sur un calendrier et on livre de la qualité régulièrement. On itère et on livre. On va ajouter de la valeur. Et pour ça, on va s'appuyer sur quelques outils. Le premier, ça va être de s'appuyer sur notre CI/CD, notre Continuous Integration, Continuous Delivery. Et pour ça, à chaque fois qu'un développeur fait une modification sur le code, on va avoir un pipeline qui va jouer, vérifier que la pull request, l'app build sur la pull request. On va jouer une batterie de tests. On va mettre en place des tests d'intégration, si c'est possible, des tests unitaires, je vous le conseille aussi. Et on va faire une analyse de code, vérifier le coverage et vérifier le code smell, savoir si on n'a pas dégradé la qualité du code en lui-même. Au passage, mettre en place tous ces outils, ça va nous éviter d'avoir des régressions, notamment avec les tests d'intégration, mais aussi on va avoir un peu plus confiance en chaque PR. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est un pipeline pour faire le delivery. On va essayer de minimiser le nombre d'interventions humaines et d'automatiser le plus de choses. Je ne dis pas qu'il faut tout automatiser, évidemment garder des interventions humaines pour ne serait-ce que pousser vraiment l'application qui a été buildée en production sur le Play Store. Ça peut rester des actions manuelles. Mais évidemment, plus on minimise le nombre d'actions manuelles, plus on va être sûr que tout fonctionne toujours de la même chose, et même personne ne devient un peu indispensable. Il ne va plus y avoir une seule personne qui sait maintenir et qui sait faire les choses. Donc il y a des outils comme GitLab, Bitrise, GitHub qui vont permettre de faire tout ça et d'assurer, de simplifier le travail de la feature team. Deuxième chose, c'est pas technique, mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication et une bonne synchronisation entre les équipes. Comme je le disais, il doit y avoir des zones un peu poreuses, des adhérences entre les feature teams. Et le but, ça va être d'essayer d'identifier ces zones-là, d'identifier les dépendances et de relever les alertes justement pour dire on prévoit de faire ces modifications-là, on va s'accorder avec l'autre team et du coup, dans notre train, on s'assure qu'on va être tous alignés pour prendre le même train ensemble, pour pouvoir activer nos fonctionnalités ensemble, ou en tout cas, essayer de viser le train, si ce n'est pas le premier, ce sera le deuxième ou le troisième, viser un train ensemble. Ça prend de la bande passante de synchroniser, on le sait, on a pas mal de réunions chacun, mais c'est important pour justement éviter d'avoir à faire de la conception et se rendre compte qu'on a mal fait parce qu'on doit travailler avec une autre équipe. En fait, on va tous travailler pas forcément à la même vitesse, mais on va essayer d'avoir le même rythme de livraison pour livrer régulièrement. Ça, Baptiste, on est d'accord que c'est dans un monde idéal, mais en pratique,
On sait très bien qu'il y a parfois des tâches qu'on estime à une certaine durée mais qui prennent un peu plus de temps. Donc potentiellement, quand le train va partir, moi, ma feature team, elle n'a pas forcément terminé sa fonctionnalité. Et comment on fait quand c'est comme ça? J'ai une solution, Antoine, t'imagines bien. Pour ça, on va utiliser le triple F, le Feature Flipping First. Le Feature Flipping, ça va nous permettre de n'activer une fonctionnalité que quand on est sûr qu'elle est terminée. Par exemple, si sur une épique où on a, mettons, 5 tickets, on sait qu'on pourra n'en développer que 3 sur un train et que le train va être livré parce que le train, normalement, part toujours à l'heure, on va s'assurer de mettre en place du feature flipping pour n'activer la fonctionnalité, ne pas permettre à ce que la fonctionnalité soit disponible pour les utilisateurs. En faisant ça, du coup, on réduit le risque de devoir absolument livrer la fonctionnalité pour un train et du coup de retarder le train si on a un problème. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir livrer une fonctionnalité et ensuite, avec du feature flipping, se dire au moment où on l'active, on a notre sécurité, on sait que c'est une nouvelle fonctionnalité, donc on a quand même peut-être introduit des risques. Donc s'il y a un problème, on peut faire un rollout, un rollback justement de ce rollout et désactiver et corriger sereinement notre fonctionnalité. Et ensuite, à l'aide des outils comme Firebase ou parfois un JSON simplement hébergé sur un back-end ou une solution faite maison un peu robuste, on va pouvoir se dire on va livrer juste pour ne serait-ce qu'un magasin pour moi, peut-être un pays dans le cas de ton application, et en fait le faire de façon progressive. Donc avec ces outils, on va pouvoir livrer, avoir un planning, se synchroniser, et au cas où, comme un train normalement part toujours à l'heure, au pire, si on loupe le train, on prend le suivant, et notre fonctionnalité, on la décale au suivant, et on reste régulier et on livre de la qualité. Bon Antoine, on a résolu la problématique de la livraison, mais je pense qu'on a quand même encore un petit souci, à savoir à qui appartient le code. Est-ce que tu aurais une solution? Oui, là on arrive à une situation où effectivement le train ne suffit plus. Ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est comment on va gérer l'évolution de l'application de façon organisationnelle, au niveau humain et d'un point de vue tooling. Mais en fait, il y a aussi des choses à faire côté technique. On était parti sur un train, au final on se retrouve à construire un avion, vous voyez. Pour bien faire évoluer son app techniquement, on va essayer de respecter au maximum des grands piliers qu'on s'est définis, qu'on a appelés les 4 T. 4 T pour qualité, on va essayer de faire le moins de bugs possible. Maintenabilité, s'il y a un bug, il faut qu'on soit capable de le résoudre rapidement. Scalabilité, il faut éviter de faire des refontes de son appli dès qu'on veut rajouter une fonctionnalité. Et testabilité, il faut que toute l'application soit testable et testée, ou au moins au maximum. On va chercher à s'assurer en fait que les conventions de code, donc ce que j'appellerais les conventions de code, c'est pas juste les conventions de nommage, c'est tout ce qui est le taux de coverage du projet, la façon de gérer les pull requests. C'est compris, c'est accepté et c'est appliqué par l'équipe. Le projet doit respecter au maximum les guidelines, et même si l'acronyme des 4T a été inventé par nous jeudi dernier. Pour ça, évidemment, on va essayer de mettre en place une architecture qui va pouvoir supporter la croissance de l'application. Donc là, aujourd'hui, on est en 2025. Celle qui correspond à la plupart des usages et que vous le trouverez la plus documentée, c'est la CleanArchi. Mais il y a quelques années, on en parlait moins, voire pas du tout. Dans quelques années, qui sait, peut-être qu'on parlera d'une autre architecture. Ce qui est important avec la CleanArchi, c'est qu'elle implémente concrètement les principes solides. Donc le but, moi, ici, c'est pas de vous faire un cours sur les principes solides. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une conférence rien que sur ça, voire même il y a peut-être déjà des conférences rien que sur ça, j'imagine. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait que c'est un ensemble de bonnes pratiques qui vont nous permettre de rendre le code à la fois plus facile à maintenir, plus modulable et également plus clair. Ça va aider globalement à structurer l'application et à limiter les fameux problèmes de conception qu'on va pouvoir avoir et qui vont occasionner des refontes si l'application vient à évoluer par la suite.
À la fin des slides, j'ai mis en référence des liens si vous voulez avoir plus d'informations sur les principes solides et la clean architecture. Là, je vais vous montrer plus comment on fait ça en pratique. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma si vous êtes intéressé à la clean architecture. Je vais passer très vite dessus. En gros, la clean architecture, ça présente l'application sous forme d'un gros oignon et qui est séparé en différentes couches, et elle garantit en gros une séparation claire des couches et une dépendance qui est maîtrisée entre chaque couche. Le principe, si on fait un peu de code, de moins d'architecture, c'est de passer d'une application comme ça, où il y a 3 classes. Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr, plus personne ne code comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Bref. En fait, on va passer d'un projet qui était assez monolithique à quelque chose qui est un peu plus découpé, avec plus de classes, où chaque classe a une responsabilité qui est plus fine. Et déjà, si sur un petit projet, c'est assez important d'avoir un code qui est bien organisé, en fait, dès qu'on parle d'une super app ou d'un très gros projet, c'est quelque chose qui va devenir vraiment indispensable pour que tout le monde parle le même langage. Mais on peut aller encore plus loin. Vous connaissez tous, je pense, Gradle. Peut-être même que pour certains dans la salle, c'est votre outil préféré. Moi, c'est mon outil préféré. J'en étais sûr. Si c'est ça, vous savez que Gradle, ça vous permet de déclarer des modules, des sous-modules et des dépendances entre les modules. Ça va être super bien pour structurer une application. Un module, ça va pouvoir représenter une couche technique ou une fonctionnalité de l'app, comme vous voulez. Et ça va surtout nous permettre de rendre nos équipes plus efficaces. Comment ça? En fait, si on reprend notre petit schéma là de tout à l'heure, on voit que le code il est certes mieux organisé, mais c'est encore pas la folie, parce que n'importe qui peut utiliser n'importe quoi, n'importe où. Donc déjà, on peut commencer par répartir les classes dans des packages. C'est une première étape, c'est plus clair. Mais là, si un développeur a envie d'utiliser un data source directement dans l'activity, ou excusez-moi si je tiens des propos qui peuvent choquer un auditoire, mais même une activity dans un data source, il a juste à faire ça. Et il fait un option entrée et il peut importer n'importe quoi à n'importe quel endroit. Donc même si c'est plus joli d'avoir des packages, en fait, on n'a rien résolu. Une façon plus élégante de faire, ce serait de séparer chaque couche dans son propre module. Concrètement, ça se passe dans le fichier settings.gradle, si vous n'avez jamais fait. Vous avez juste à déclarer un module dans le settings.gradle, et en fait, le dossier qui est à la racine de votre projet va être considéré comme un module. Là, c'est plus propre. Si un développeur veut faire ce qu'il faisait tout à l'heure, en fait, il va pouvoir le faire, mais il va devoir faire ça dans son fichier build.gradle. Donc il va déclarer une dépendance entre son module et le sous-module. Ça, c'est vachement bien. On ne dirait pas comme ça, on a peut-être l'habitude de le faire, mais c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des erreurs quand on a des dépendances circulaires, c'est-à-dire quand un module A dépend d'un module B et que le module B dépend du module A. Ça évite de faire d'avoir des gros problèmes de conception, ou au moins ça les met en évidence. Et ça permet aussi à la pull request de voir si quelqu'un ajoute des dépendances dans un module ou en retire, pour s'assurer que le code reste toujours très clair et très consistant et que les couches sont toujours bien séparées. En fait, voilà, dans un seul fichier, vous allez avoir la liste de toutes vos dépendances internes et externes, ce qui est quand même plutôt pratique. Ça permet d'éviter que votre avion ne se transforme en un gros plat de spaghettis. Petit pro tip, si jamais vous voulez déclarer des dépendances qui vous semblent un peu exotiques ou juste une bonne pratique, vous pouvez utiliser le mot-clé because quand vous déclarez une implémentation qui permet de faire savoir à votre reviewer ou aux futures personnes qui vont développer sur le projet pourquoi vous avez besoin de cette dépendance-là. Donc là, on a résolu un problème qui était le problème de l'adhérence entre les couches et les problèmes de conception. Mais on n'a toujours pas résolu le problème de la responsabilité de à qui appartient le code. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, on a séparé le code comme ça, maintenant on va le séparer comme ça. On va pouvoir déclarer un module par feature, par exemple. Chaque module aura sa propre organisation en interne, tout comme chaque équipe a son organisation en interne également. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, non seulement on a isolé les responsabilités, mais on peut aussi affecter plusieurs modules à une feature team. On rejoint ce qu'on disait avant, en fait, chaque feature team peut avoir sa propre vélocité en fonction de ses priorités, du nombre de développeurs qu'elle a, par exemple, et elle va gérer en autonomie son nombre de tickets, elle va gérer en autonomie éventuellement ses migrations techniques, sa documentation, etc., etc. Donc là, c'était quand même plutôt facile, parce qu'on n'avait que 3 features,
Mais on le sait, on a dit le périmètre fonctionnel grossit, donc on ajoute des modules, on ajoute des features, on ajoute des modules, on scale, on rajoute des modules et on rajoute des features. Et sur la Shopping App, au moment où on a préparé les slides, on était à 253 modules. Aujourd'hui, peut-être qu'on en a 410, je ne sais pas. Nous, sur Cumin Store, on a beaucoup moins de modules. Je crois qu'actuellement, on est à une soixantaine de modules. Mais ça m'amène à une question. Antoine, tu disais que tu avais combien de modules ? 253. Et du coup, tu mets combien de temps à builder ton application ? Sur la CI, 1h30, pas plus. Hein. Tu mets 1h30 à builder sur la CI ? Ouais. Ok, ça fait beaucoup là, non ? Ouais, bah après, ouais, ça s'explique en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un effet de bord de la modularisation qui est que le principe de base de la modularisation, c'est quand on fait une modification sur un module, il n'y a que ce module-là et les modules qui dépendent de celui-ci qui sont rebuildés. Donc ça, en local, ça peut être très bien sur votre poste quand vous faites une modification sur un module. Mais sur une CI où on a beaucoup de contributeurs et où on a beaucoup de pull requests à la journée, eh ben, en fait, on ne peut pas réutiliser le cache systématiquement et on se rend compte qu'on doit faire beaucoup de builds. On ajoute à ça le fait que chaque construction de module sur chaque tâche, donc que ce soit le build, les tests unitaires, les tâches sonars, tout ça, a un coût fixe en plus du coût variable qui dépend de la taille du module. Ce qui veut dire que plus on augmente le nombre de modules, plus on explose le temps de CI. Comme le dit l'adage, en fait, mieux vaut avoir un module de 1000 classes plutôt que 1000 modules de 1000... Ah, je l'avais répète. Un module de 1000 classes, c'est mieux que 1000 modules de une classe, au moins en temps de build, si vous faites un truc from scratch. Voilà. En fait, voilà, faut bien garder en tête que si un module de bas niveau est modifié, ça va impacter forcément tous les modules de niveau plus haut qui vont dépendre de ce module-là. Donc ça va avoir plusieurs conséquences. Ça va être notamment une facture plus salée, parce que quand vous payez votre CI au temps de build, ça peut vite chiffrer. Et une grosse frustration de la part des développeurs qui ont le temps de regarder la moitié de Titanic avant qu'ils puissent livrer même un hotfix en prod. Et le bateau n'aura pas coulé. Et le bateau n'aura même pas encore coulé en plus. Ok. Bon, on va reprendre un peu les choses en main. Là, on a nettoyé le code, on a des process, c'est plutôt ok. Mais je vois que si on fait décoller notre avion, il y a des chances que, en fait, il soit un petit peu, il puisse y avoir des accidents. Le premier, c'est que le temps de build, on l'a vu, peut exploser si on a beaucoup trop de modules. Et le deuxième, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais on a découpé en layers et par feature team. Mais il doit rester quand même un peu de code commun entre deux. Donc je pense que pour l'avion, on peut lui dire que c'est ciao. Je te propose donc de passer directement au paquebot avec un P comme plateforme. Et là, je sens que la question, Antoine, te brûle les lèvres. Mais qu'est-ce que c'est que la plateforme ? Mes lèvres sont toutes brûlées par la question. Et voilà. Alors la plateforme team aussi, ça va être un peu comme une feature team, sauf qu'elle va vraiment être orientée tech. Il n'y a pas forcément de PM, il peut y avoir un chef de projet ou un EM qui supervise. On adore nos EM au passage. Et elle va vraiment avoir pour but d'outiller l'application, les feature teams et l'application, et d'essayer de résoudre les problèmes qui sont un peu transverses. Aussi mettre en place des bonnes pratiques ou des guidelines, essayer de résoudre des soucis qui peuvent être autour de la navigation. Et comme tu le disais, dans l'application, on a retiré tout le code des features, mais il doit rester peut-être des outils comme tous les packages utiles, des choses comme l'authentication, la partie network, l'analytics. On a tous dans nos projets des morceaux de code qui sont utilisés par chaque feature team. Tu vas voir ce que je vais faire, ça va te paraître étrange au début, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu tous ces outils qui sont transverses et les rajouter dans une librairie qui va être la librairie de la plateforme. La librairie, on va en faire justement tous ces outils, on va en faire un module Gradle qui sera gouverné par la plateforme.
Et évidemment, chaque feature team pourra contribuer dessus. On assume qu'il peut y avoir des corrections à faire, même si globalement, ces outils-là, vu au stade où on en est arrivé, que ce soit un avion ou un paquebot, ils sont plutôt matures. Donc normalement, il ne devrait plus trop y avoir de soucis dessus, sauf si vraiment on a envie de faire des grosses modifs, et encore, c'est même pas sûr. Et c'est là où ça va être le plus étrange, c'est qu'on va même en faire un nouveau repository. Le fait d'externaliser le module de la plateforme, eh ben, on va pouvoir s'assurer qu'il va builder sur sa propre CI. On va pouvoir en faire des releases. On va pouvoir brancher notre application sur cette librairie. Et ça va avoir pour avantage de réduire le temps de build. En fait, dans l'application, pour l'instant, on buildait à chaque fois tous les modules et tout le code vraiment sur la CI de notre application. Et bien là, on va pouvoir builder uniquement sur la librairie de la plateforme. On fait une release et c'est bon. Sur CIS, sur Cube-Install, on a commencé à faire ce travail cette année. On a extrait plus de 20 000 lignes de code, je crois, de l'application. Et le résultat, merci à la plateforme Team, on a gagné du temps de build sur notre application. Le petit désavantage que ça va avoir, je sais que vous l'avez vu venir, c'est que si on doit faire un correctif sur ces modules-là, sur ces morceaux de code qu'on a extraits, eh ben ça va risquer de prendre un peu plus de temps parce qu'il va y avoir un peu plus de process. On va devoir faire une pull request sur cette librairie. Elle va devoir être buildée, validée. Ensuite, on va devoir faire une release et ensuite changer la version dans l'application. Bon, pour ça, il y a deux petites astuces. La première, c'est de demander, quand c'est des petits correctifs, c'est d'ajouter le joker dans l'utilisation des versions des dépendances, utiliser le plus pour dire le dernier digit, peu importe la version, on va prendre la dernière. De toute façon, normalement, c'est un correctif, donc il ne devrait pas y avoir de régression. Ou alors, l'astuce, c'est d'utiliser des snapshots de nos PR. En fait, les PR les pull requests de l'application vont utiliser des snapshots, soit locales, soit qui ont été déposés sur Maven, de la librairie qu'on a extrait. Et tout ça toujours à l'aide de notre CI. Et on peut même aller plus loin. Pourquoi ne pas aller plus loin, Antoine ? On peut faire la même chose avec chaque module des feature teams. Soit on regroupe toute une feature team et on l'extrait dans une librairie à part, soit on prend chaque module d'une feature team et on le fait vraiment au module Gradle. Ça va permettre de gagner à nouveau du temps de build dans l'application. Nous, côté Shopping App, c'est une question qu'on s'est posée à un moment donné, d'extraire également les parties features dans des repositories externes. Pour l'instant, la surcharge de process qui est occasionnée par cette mise en place nous freine un petit peu. On a décidé de n'externaliser que la partie plateforme pour le moment. Ok, intéressant. Nous, sur Cube-Install, on part dans une optique un peu différente. En fait, comme on a plusieurs core feature teams et quelques équipes contributrices, on va essayer de changer un petit peu le paradigme et de se dire que chaque feature team deviendrait comme une équipe contributrice et au final, notre application ne deviendrait plus qu'une application coquille. On va tous venir se plugger dedans. Chaque feature team va venir se plugger et ajouter son fonctionnel dedans. On aura le résultat cette année. Normalement, la feature team travaille dessus. Et peut-être que Loïc fera une présentation l'année prochaine, peut-être à Android Makers. Bon, le temps est passé très vite, Antoine. On est passé d'un magnifique skateboard à un tout aussi joli paquebot. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une super app ? Oui, Baptiste, même si la frontière, elle n'est pas très nette, Baptiste. En fait, si on refait l'histoire depuis le début, on est parti du constat qu'il fallait plus de fonctionnalités. Donc, qui dit plus de fonctionnalités dit forcément plus de monde. Qui dit plus de monde dit on doit s'organiser humainement en équipe. Et si on doit s'organiser humainement en équipe, on doit s'organiser aussi techniquement. À chaque étape, en fait, on résout des problèmes, mais à chaque fois, on en crée de nouveaux aussi. Maintenant, c'est pas forcément une fatalité. Oui, c'est pas une fatalité et surtout,
en résolvant des problèmes, on s'assure qu'on garde un petit peu la fameuse doctrine qu'on avait mis en place, les fameux 4 T. On assure d'avoir toujours de la qualité, de la maintenabilité, de la testabilité et de la scalabilité. Je dirais même, on pourrait rajouter le 5e T qui est la régularité. On va toujours livrer de la qualité au même rythme et de façon vraiment régulière, en s'assurant qu'on ne dégrade pas l'application et même qu'on fournit un peu plus de fonctionnel. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment et on est disponible pour les questions si vous voulez. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Nous, dans notre app, on est complètement au niveau de l'avion et on maîtrise très bien ça. J'ai été très intéressé par la partie du paquebot. Mais du coup, je me pose pas mal de questions au niveau justement des process de CI, etc. Et notamment au niveau des tests automatisés. Je pense par exemple, si tu modifies ta plateforme, comment tu t'assures que tu ne vas pas casser des choses dans tes features? Est-ce que tu vas runner des UI tests en poussant automatiquement ton nouveau build de plateforme dans la CI de l'autre pour vérifier que ça n'a rien cassé derrière ou des choses comme ça? C'est une bonne question. En fait, la partie test, c'est aussi celle qui freine un peu le passage de l'avion paquebot et d'externaliser vraiment des modules qui sont communs. Le but, c'est d'avoir des tests d'intégration dans les modules de chaque feature team, ou en tout cas dans l'application, et si possible, de les jouer quand il y a un up. En fait, je ne sais pas si certains utilisent des Pandabot. Nous, on l'a mis en place sur Cumin-Store, et au final, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ça va faire une pull request, ça va jouer les tests d'intégration, et normalement, une fois que tout est ouvert, évidemment, il faut vérifier le changelog, on n'a pas de régression. Donc oui, l'idéal, c'est de rejouer les tests d'intégration. Super conf, franchement très intéressant. J'avais une question, c'était comment est-ce que vous gériez l'intégration des features dans le module app finalement? Je veux dire, qui a la responsabilité plutôt d'intégrer chacune des features dans la navigation de l'app en général? Est-ce que c'est les feature teams qui en sont propriétaires ou est-ce qu'il y a une team dédiée à cette intégration? Là, nous, du moins aujourd'hui, sur la partie shopping app, c'est un peu toutes les features qui ont cette responsabilité-là. Parce que nous, on n'a pas les features qui sont externalisées, donc en fait, on a les modules qui sont bien décrits. En plus de ça, on est sur une migration vers de la modularisation. L'appli n'est pas toute récente non plus. Donc il y a encore du code legacy qui existe, ce qui fait que les intégrations se font au fur et à mesure, mais globalement, chaque feature a un peu la responsabilité du package global de l'application d'intégration. La navigation, c'est géré, nous, plus par la partie... en fait, chaque feature est responsable de sa navigation. Il y a la partie catalogue qui gère la navigation du catalogue, et globalement, la responsabilité est partagée sur ces parties-là. Ok, donc ça veut dire qu'elles intègrent toutes, parce que j'imagine que vous devez avoir une navigation globale pour naviguer du catalogue aux settings, peu importe, je ne me souviens plus de tout ce qu'il y a. Ouais, alors là, nous, on est sur une tab bar au niveau de la navigation, donc en fait, on a vraiment des écrans qui sont très dissociés avec chacun leur navigation. Même s'il y a des ponts entre chaque truc, par exemple, si tu vas sur l'historique des achats, tu peux cliquer sur un produit et ça te ramène sur un produit. Enfin, il y a des passerelles entre les différentes features, okay. Mais globalement, la navigation est quand même gérée chacune par leur feature. C'est plutôt une bonne stratégie en effet. Sur Cumin-Store, c'est un peu la même chose. En fait, on a un Navost qui est global à l'application. On n'a pas de bottom app bar, mais on a le fameux burger menu avec le drawer, justement parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Et chaque feature team a une entrée dans le Navost principal. Et le but, c'est quand on change d'expérience, on va dans une autre route du Navost. On essaye de voir comment on peut négocier entre le fait de tout dépiler ou des fois d'une expérience à l'autre ne pas dépiler toute la stack. Donc on essaye de trouver des solutions techniques qui ne sont pas encore proposées par les outils natifs et vraiment s'accorder entre ce qui est possible techniquement et ce que les PM voudraient qu'il soit possible. Passer d'une feature à l'autre
et d'une feature sans tout dépiler. C'est des travaux qu'on est vraiment en train de faire, ne serait-ce qu'en début de semaine. Ok, bon courage et merci en tout cas. Merci.